Régis Debré, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes à l'Institut Diderot, où vous donnez ce soir une conférence sur le thème l'enseignement des faits religieux dans l'école laïque. Plusieurs définitions sont données de ce fait religieux. Votre rapport date de 2002, à la demande du ministre de l'Éducation de l'époque, M. Jacques Lang. Qu'en a-t-il de votre rapport de l'époque et de vos différentes recommandations? On peut dire que la coupe est à moitié pleine. Alors si vous êtes optimiste, vous dites que tout va bien, et sinon, voilà. A été créé un institut européen en sciences des religions dont le but est à Paris, de former les enseignants à évoquer les questions religieuses en cours, compte tenu que dans l'école républicaine, les religieux eux-mêmes ne peuvent pas intervenir, ne doivent pas intervenir. Ce sont les enseignants scientifiquement formés avec leur diplôme qui doivent pouvoir évoquer la naissance du christianisme, la naissance et le développement de l'islam, les hérésies, enfin bref, évoquer les faits d'histoire, les faits d'architecture, les faits artistiques qui composent ce fait de civilisation qu'on appelle le fait religieux. Peut-on se poser aujourd'hui la question de dire que ce qui se passe depuis 10 ans, pour normer plutôt à partir de 2001 les attentats à New York, puis l'Afghanistan, puis l'Irak, c'est ce que certains appellent l'essor de l'islam, qui est un essor de l'islamisme, modifie la perception des politiques français sur cette question de la laïcité et de son application à tous. Oui, je crois que d'abord la société française a été secouée par les attentats contre Charlie, et que le gouvernement se rend compte qu'il y a là une question fondamentale à traiter. Et dans la tradition française, qui est une tradition qui oppose la République laïque au clergé, c'est une tradition anticléricale. Il n'était pas question de religion à l'école. Et on s'aperçoit que s'il n'est pas question de religion à l'école, ce sont des obscurantistes ou des fanatiques, et souvent ignorants d'ailleurs de leur propre religion, qui assurent la transmission et qui a donc là une possibilité de perversion ou de subversion qui peut nuire à la paix civile, qui peut nuire à la coexistence. Donc, tout ce qui s'est passé depuis 10 ans incite les autorités républicaines en France à s'ouvrir à ce champ qui était jadis un peu répudié, un peu laissé dans l'obscurité. On s'aperçoit qu'on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas, n'est-ce pas? Voilà, donc aujourd'hui, il est admis qu'il faut parler et de l'islam, et des différentes formes de l'islam, et des hérésies islamiques, et du Coran, des hadiths, de leurs conditions de naissance, etc. Voilà, donc aujourd'hui, on est en train, en quelque sorte, d'étendre le domaine des sciences humaines au domaine de la foi religieuse, sans vouloir se substituer à la foi religieuse, que les choses soient claires. Alors justement, le ministre de l'Intérieur, M. Cazeneuve, parle de créer une autre université, une autre école, en tout cas de rouvrir, j'allais presque dire, les portes de ce qu'on appelle dans la culture musulmane islamique l'ijtihad, c'est-à-dire la recherche du mieux dans le savoir, face à des politiques qui maîtrisent les médias et qui, par ignorance, par calcul politique, renvoient les uns et les autres, ce qui fait que beaucoup de ceux qui ne connaissent pas cette religion, alors qu'ils portent la nationalité française, qui sont nés en France, ne se retrouvent pas dans les images de la télé et croire ceux qui la racontent de baliverne. Oui, il y a une double ignorance. D'abord, une islamophobie, c'est-à-dire une haine de principe de l'islam chez des gens qui ignorent tout de l'islam et qui sont ce qu'on appelle, disons, ce qu'ils s'appellent les Français de souche. Oui. Et puis de l'autre côté, il y a chez
beaucoup de populations musulmanes en France un sentiment d'être exclu et de ne pas avoir une légitimité à parler, à partager avec l'ensemble de la population. Donc, il y a eu, je crois que la réponse est le partage, quoi. Partager le savoir et éviter les exclusions, les oukases, les privilèges et les préjugés. Voilà, donc c'est un travail, encore une fois, de civilisation à faire de part et d'autre. Beaucoup ont marché le 11 janvier à la suite des attentats de Charlie ensemble. On était tous heureux parce qu'on avait une espèce de moment effectivement de vivre ensemble commun, mais c'était une façade parce que quelques semaines après, on se trouve dans les mêmes déchirures avec des présidents de partis qui nous parlent de repas avec un seul menu, d'autres qui reposent une question du voile dans la crèche ou dans les universités, donc applicable à des personnes adultes, et on remet un coup. Et cette manifestation, c'était pour les médias ou pour la galerie? Pour les deux. Mais attendez, il y a un fondamentalisme laïque et il y a un fondamentalisme religieux. Ce qui est d'embêtant, c'est que les deux, en quelque sorte, se légitiment l'un par l'autre et l'autre par l'un. Il s'agit maintenant de trouver une forme apaisée de laïcité qui permette à toutes les confessions de vivre leurs croyances dans le respect du droit public. Mais ça ne doit pas, ça ne doit pas être senti comme une exclusion, une répression par les croyants, mais il faut également que les croyants respectent les lois de la République. Voilà. On a peut-être l'impression que quand il y avait un service militaire dans ce pays, des gens de conditions sociales différentes, de cultures différentes, peut-être même donc de civilisations différentes, se retrouver et rentrer dans le moule de la patrie, de la nation, de la République, et que cet arrêt de ce service national obligatoire pour tous, surtout pour les hommes, fait qu'aujourd'hui, en fait, qu'on a l'impression qu'il y a des composantes de la société française qui vivent les unes à côté des autres sans qu'ils aient un endroit dans lequel elles peuvent coexister au quotidien. Vous avez tout à fait raison. La suppression du service militaire, l'abrogation du service militaire a été un coup porté à l'unité de la République. Alors il est vrai que le service était inégalitaire, que les classes privilégiées n'y participaient pas beaucoup, mais c'était tout de même un creuset qui permettait à des gens très différents de se rencontrer et qui n'ont plus aujourd'hui de lieu de rencontre. C'est pourquoi on parle aujourd'hui de faire renaître un service, on l'appelle civique, c'est-à-dire qui aurait vocation à faire des travaux ou à rendre des services non militaires pour le bien public, mais effectivement, nous avons avec la fin du service militaire, avec la fin du Parti communiste, qui a joué dans les banlieues un rôle extrêmement important à travers toutes les associations culturelles, les théâtres, les associations de jeunesse, etc. Et j'ajouterais également la fin d'un certain catholicisme populaire. Bref, tout ce qui était, si vous voulez, encadrement collectif et je dirais désintéressement s'est trouvé en crise et nous payons gravement les conséquences de cela. On va en terminer avec la dernière. Vous avez dit que la difficulté de cet enseignement des faits religieux dans les écoles peut heurter les laïcs qui trouvent qu'ils seraient trop religieux et des religieux qu'ils trouveraient trop laïcs. Comment concilier, en imposant que les jeunes rentrent dans cet enseignement tout en retrouvant les deux, Il faut simplement se rappeler et rappeler aux élèves que laïcité n'est pas incroyance et que la croyance n'est pas brouillée avec la laïcité, tout simplement. C'est-à-dire que la laïcité,
c'est l'étude rationnelle des données historiques, et que ça n'implique pas du tout la volonté d'éradiquer ou de supprimer de façon autoritaire les traditions religieuses. Donc il faut qu'il y ait une coexistence, il n'y a pas de contradiction entre laïcité et religion. C'est ça ce que je veux vous dire. Merci, Monsieur Régis Debray. Merci à l'Institut Diderot qui nous a permis donc de vous rencontrer aujourd'hui dans le cadre de votre conférence relative à l'enseignement des faits religieux dans l'école laïque, qui est donc extrait de votre rapport de 2002 au ministre de l'Éducation de l'époque, Monsieur Jacques Lang, aujourd'hui président de l'Institut du monde arabe. Merci à vous.